Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour messieurs. Alors vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous avez une dédicace à la Nouvelle Librairie aujourd'hui même. Exact, oui. Ce soir, 28 février, dédicace de Nicolas Vidal à la Nouvelle Librairie, au 11 rue de Médicis, dans le 6e à Paris. Alors Nicolas Vidal, les auditeurs le connaissent bien parce que c'est non seulement son média Putsch, mais c'est aussi un chroniqueur et un éditorialiste sur notre antenne, à ligne droite. Il est mordant diable avec des coups de gueule épiques, et ça les auditeurs le savent. Eh bien, il a récemment publié une lettre ouverte aux autruches et aux tubes digestifs qui s'adresse au ventre mou de la population, les abstentionnistes, les endormis, les passifs. Il vous la dédicacera ce soir de 18h à 20h à la Nouvelle Librairie. Alors venez nombreux réveiller tous ces endormis. Voilà, la Nouvelle Librairie, 11 rue de Médicis, si je me souviens, dans le 6e arrondissement de Paris. Merci à vous, François. Et puis on se tourne ensemble vers notre invité du jour, Henri Peter. Vue de haut. Bonjour Henri Peter. Bonjour Corentin. Alors vous êtes enseignant, vous êtes notamment l'écrivain de La femme éternelle, L'enfant étranger, écrit de résistance aux éditions Via Romana. Et puis vous êtes avec nous ce matin pour votre dernier livre, La Rose blanche, des résistants chrétiens contre le nazisme. Alors pourquoi ce nom de Rose blanche? C'est un mouvement de chrétiens donc créé en 1942 et ça vient d'un poème, c'est bien cela? Oui, très bien. Petite précision, je ne suis pas l'auteur de La femme éternelle, simplement un traducteur qui essaie de le remettre en route. Voilà. Gertrude von Lefort. Oui, c'est Gertrude von Lefort, bien sûr. C'est une très belle hymne à la femme. Bon, le nom de la rose blanche vient comme d'un poème de Clemens von Brentano, symbole de pureté et de salut en analogie avec la prière du rosaire. La rose blanche évoque ainsi la foule des saints. Le rosaire qui est le chapelet chrétien. Oui, la foule des saints. Elle est l'emblème de résistants chrétiens au nazisme. Et on a aussi pensé que la rose blanche venait de la cocarde blanche de certains nobles qui, pendant la Révolution française, combattaient le régime. Voilà. Il y a plusieurs hypothèses, mais enfin, en tout cas, son symbole est assez fort, symbole de pureté. Donc, vous avez choisi de retracer dans votre livre le destin de Sophie Hans Scholl et de Alexandre Schmorell. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces personnalités vous ont particulièrement touché? Parce qu'elles m'ont fasciné. Elles m'ont fait revivre ma jeunesse un peu incomplète. Enfin, c'est extraordinaire. Ces jeunes gens, dès leur plus jeune âge, étaient aventuriers. Ils se baignaient dans l'eau glacée, ils escaladaient les ruines, ils escaladaient les arbres, ils lisaient avec passion L'île au trésor. Puis en grandissant, ils ont lu autre chose. Ils ont lu Stefan Zweig, appelons-le comme on veut. Ils ont lu, et puis ils ont lu à un moment, ils ont lu Saint-Augustin. Ils ont lu même Saint Thomas d'Aquin. Ils ont pris au sérieux, si vous voulez, leur lecture. Enfin, ils ont pris au sérieux l'esprit. Et comme a dit Hans, je ne me tairai pas. Ich schweige nicht. Et il ne s'est pas tu. Et ils ont eu plusieurs vies finalement. Ils sont morts très jeunes, mais ils ont eu plusieurs vies. Une vie d'enfant heureux, vie d'ado manipulé, on en reparlera, et vie de résistant acceptant tous les risques, contrairement à leurs camarades qui les aimaient bien, mais qui disaient vous allez trop loin. Et puis après, ils sont morts dans la lumière. Enfin, donc c'est fascinant de voir des jeunes qui ont été au bout de leurs convictions, de leur recherche, de leur quête, puisque des convictions assénées aux autres. Voilà. On va en reparler d'ailleurs de l'impact de la littérature sur ces résistants, de la littérature chrétienne et puis surtout beaucoup d'auteurs français. Mais on parle peu finalement de cette résistance chrétienne en Allemagne, en tout cas dans le récit de l'éducation nationale. On parlait surtout, moi à l'époque, puis je ne sais pas pour François, mais on parlait beaucoup des résistants communistes, des résistants de gauche, peu des résistants allemands catholiques. Pourquoi justement ces résistants étaient mobilisés et pourquoi on en a peu parlé? Partie de l'histoire qu'on a essayé, pas d'occulter, mais en tout cas dont on n'a pas fait la promotion dans les manuels de l'éducation nationale. Il y a plusieurs raisons. Une raison historique, il y avait entre catholiques allemands et catholiques français, avant la guerre, des liens. Gabriel Marcel faisait traduire Joseph Roth, qui était autrichien, mais aussi bien
d'autres écrivains, notamment excusez-moi, le nom m'échappe. Oui, pas de problème. Bon, et Edith Stein, qui est quand même connue, oui. est allée aux entretiens de Pontigny avant la guerre. Le mentor de la Rose Blanche, Théodore Ecker, est en relation avec les catholiques français, Jacques Maritain, d'autres, Gabriel Marcel. Et en 1946, Robert d'Harcourt, un grand germaniste résistant, a fait traduire le journal d'Ecker avec une magnifique préface. Donc il y avait une sorte de parenté entre catholiques français et catholiques allemands, qui est aujourd'hui totalement oubliée. Gertrude von Lefort est totalement oubliée alors qu'elle était très célèbre en Allemagne. Alors pourquoi on en parle moins du côté chrétien ? Eh bien, il n'y a pas que la France en cause. En Allemagne, la Rose Blanche est une icône maintenant, puisque c'est les seuls qui ont résisté au grand jour. Mais mon correspondant allemand, Jacob Knab, c'est-à-dire le grand professeur qui a, lui, tout lu sur la Rose Blanche, enfin qui était à la recherche de toute leur aventure, de leurs traces, m'a dit qu'en Allemagne, certains publicistes de la génération 30, 40, 50 ans commencent à dire « Oui, c'est bien, c'est des braves jeunes gens, c'est des braves petits, mais faut-il parler, excusez-moi, du côté chrétien ? C'est pas un peu décalé pour aujourd'hui ? Est-ce que ça passerait ? Ah, oui. Donc c'est tabou de parler de la religion des résistants parce que évidemment, je vais donner la parole à François Bousquet, mais pour être clair, il y a l'idéologie nazie et l'idéologie chrétienne sont évidemment contraires et donc il y a eu une prise de conscience là-dessus des catholiques allemands et des catholiques français très tôt et donc ils se sont révoltés contre le totalitarisme nazi. Oui, alors ce qui est curieux, c'est que qui a joué un rôle intéressant ? C'était des jeunes gens qui avaient le sens de l'amitié, qui avaient plein d'amis au lycée d'Ulm, ils étaient connus, ils étaient dynamiques, ils avaient des tas de qualités. Et il y a eu des amis catholiques, mais à 17, 18 ans, qui eux étaient anti-nazis dès 14, 13 ans. Et c'est eux qui les ont aidés à rencontrer les intellectuels allemands de haute volée, qui leur ont donné des armes pour bâtir leur résistance spirituelle. Voilà. Alors, François Bousquet, sur ce livre, La Rose Blanche des résistants chrétiens contre le nazisme aux éditions Via Romana, écrit par Henri Peter. Pour rester sur... peut-être peut-on parler un petit peu de christianophobie, là, en l'occurrence, hein. Parce que l'Église, en tout cas l'Église catholique, a pris des positions assez nettes avant-guerre, pendant la guerre, même si pendant la guerre, semble-t-il, les catholiques allemands ont demandé à Vatican de ne pas trop en faire pour éviter une répression qui aurait été féroce en Allemagne. Mais comment vous expliquez ça, qu'on en parle aussi peu ? Enfin, je m'en tiens à la Rose Blanche, c'est à la fois connu. On aurait pu mettre dans la bande-son Mickey 3D, parce qu'il y a eu des chansons de Mickey 3D sur la Rose Blanche. Hein. Oui, il y a eu un opéra. Donc c'est à la fois connu et en même temps totalement inconnu. Écoutez, moi je me suis attaché à l'aventure de la Rose Blanche. Je ne suis pas spécialiste de toute cette question-là qui est complexe, sachant quand même que Sophie Scholl, qui était une jeune fille douée et qui était une sorte de cheftaine des mouvements de jeunesse, sympathique, mais qui avait été pris en main par les nazis, parce que les nazis avaient un slogan « La jeunesse conduit la jeunesse ». C'est très sympathique. On pense à la bande des Kayaks de Jean-Louis Foncine, pour ceux qui connaissent ce roman. Et ils étaient ravis de foncer là-dedans. Et ils avaient des qualités extraordinaires de meneurs de jeunes. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que la jeunesse était manipulée par le pouvoir en 1937 quand ils ont été mis en prison. Alors, votre question, c'était pour... Alors, je vous signale que Sophie Scholl, qui était donc très contente, qui était une sorte de figure déjà, elle n'avait rien de nazi sur ce qu'on appelle l'idéologie nazie. Simplement, ils voulaient faire des camps, ils voulaient se baigner, ils voulaient chanter, et chanter des chants qui n'étaient pas forcément allemands d'ailleurs. Sophie Scholl, c'était sa dernière manifestation. Elle a mis l'uniforme des BDM, c'est-à-dire des jeunesses hitlériennes, le jour de sa confirmation protestante à la Pentecôte 37. Or, ce jour-là, tous les catholiques d'Allemagne se sont mobilisés et ont distribué en douce la fameuse encyclique de Pie XI, Mit brennenden Sorgen. Ils ont pris donc des risques insensés parce que tous les Allemands ont connu cette encyclique qui dénonçait l'idéologie nazie sans frioriture.
Mais ceux qui ont fait ça, les imprimeurs ont vu leur imprimerie fermée. Il y a même eu des gens qui sont partis en camp. Certains ne sont pas revenus. Bon, donc il y avait chez les catholiques allemands, me semble-t-il, un combat contre le nazisme beaucoup plus précoce qu'on l'a dit. Je ne parle pas de la période de la guerre, là c'est un dossier extrêmement complexe, mais je répète que c'est par l'influence des amis catholiques et des grands intellectuels catholiques qu'ils ont rencontrés qu'ils ont radicalisé leur combat. Voilà. Mais si vous permettez, mais c'est vous qui le dites, c'est pas seulement l'entourage amical, scolaire, qui les a éveillés, Hans et Sophie Scholl, c'est aussi, il y a un paradoxe, le protestantisme a été un peu plus ambigu, me semble-t-il, vis-à-vis de l'hitlérisme que le catholicisme. Il n'empêche, nonobstant cela, c'est une famille protestante, et le père est central dans l'éveil aussi des enfants. Mais vous avez tout à fait raison. Tout est central. Un père... un brave homme, libéral, plutôt agnostique, une mère très pieuse, une famille qui se déchire, les ados qui ne comprennent pas que leur père les adjure de ne pas aller dans ces mouvements. Il leur parle du joueur de flûte de Hamelin. Les enfants ne comprennent pas. Mais papa, tu n'es pas dans le coup. Ils étaient très jeunes. Et ça crée des drames en famille, une grande rupture. Enfin, une rupture. Ils n'ont pas été quand même, comme on leur demandait, jusqu'à dénoncer leurs parents, ce qui était quand même demandé. Non. Et puis est venu le retour. En 1937, Hans est mis en prison pour la simple raison qu'il avait trop de dynamisme, trop d'entre-gens et qu'on ne supportait pas une personnalité. Mis en prison, accusé de dépravation. Sophie Scholl emmenée dans une voiture non bâchée. Enfin bref. Et alors là, ils se sont rapprochés de leurs parents. Et là, Hans s'est éloigné complètement du sortilège. D'ailleurs, il a eu une très belle parole. Il y a en 1938, après l'Anschluss, il est soldat et il voit Hitler de très près, à 2 mètres. Et il dit, je l'ai trouvé spectral ou fantomatique. Hitler c'est-à-dire qu'il avait, à mon avis, assez raison, Hitler était un cauchemar, était le mauvais rêve de l'Allemagne. Voilà. Donc, voilà, ai-je répondu à votre question? Je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans une querelle entre protestants et catholiques. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Elle se pose néanmoins. Oui, non, elle se pose, mais je laisse ça à des gens plus qualifiés que moi. Parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique. J'ai compris tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est que les catholiques étaient souvent, et ça c'est totalement ignoré, le fer de lance. Alors, il y a une filiation... Si vous permettez, allez-y. Il y a quand même un mouvement du protestantisme vers le catholicisme. Les Français connaissent mal Brentano. C'est partie des romantiques allemands qui ont été traduits, certes, mais qui sont quand même pas très connus par le public francophone. Mais il n'empêche, après une vie un peu dissolue, Brentano, qui est un protestant, devient catholique. On sent ce mouvement dans la résistance allemande. Écoutez, vous avez eu Edith Stein, juive, agnostique, qui devient catholique, Gertrude von Lefort, protestante. Pardon? Converti aussi, je crois. Pardon? Gertrude von Lefort converti également. Converti également. Ecker, le philosophe totalement ignoré aujourd'hui qui a fréquenté Kierkegaard, Carl Schmitt, excusez-moi, qui se convertit au catholicisme par la lecture de Kierkegaard. Et qui après introduit Kierkegaard en Allemagne et Newman. Il y avait donc toute une constellation de conversions au catholicisme dans l'Europe entre 1920 et 1940, parlons pas de Chesterton, parlons pas de Julian Green, parlons pas de Graham Greene, qui a... De Maritain bien sûr, Maritain. Claudel, Bernanos. Oui. Maritain, Claudel. Bernanos s'est pas converti quand même. Non. Bon, mais si vous voulez, on sort pas du débat, c'est intéressant, je veux bien en parler, mais je suis peut-être pas le plus compétent pour en parler. Mais justement, moi, je voulais revenir sur cette littérature qui a donc formé cette jeunesse. On parlait notamment de Claudel, Bernanos, Dostoïevski. Il y a vraiment eu une volonté, en tout cas, de s'instruire face à cette idéologie nazie, d'apporter un contre-discours profond et enraciné. Oui. Vous avez tout à fait raison. Ce que j'admire chez Hans, il a lu Dostoïevski grâce à son ami Alexandre Schmorell, qui était orthodoxe. Il a pris Dostoïevski au sérieux. Moi, je l'ai lu à 20 ans. Je trouvais ça passionnant, mais j'y comprenais pas grand-chose. Je ne l'ai pas pris assez au sérieux. Oui, vous avez
En fait, ils comprenaient la substance même de ces écrits alors qu'ils étaient très jeunes à ce moment-là. Parce qu'ils avaient conscience de ce qui se passait, notamment dans leur pays. Ouais. Ils en vivaient la substance. Il y a une magnifique lettre ou carnet d'Hans Scholz sur Léon Bloy qu'il envoie. C'est magnifique ce qu'il dit sur Léon Bloy. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est des harmoniques. Hans Scholz est un dans ses écrits, est un harmonique de ces écrivains. Et il cite Claudel, toute la vie est une aventure vers la lumière. Non, ils ont été pétris de ces écrivains, mais je ne pense pas qu'ils étaient uniquement... Enfin, c'était des écrivains catholiques, mais ils aimaient aussi Stefan Zweig, ils aimaient aussi un écrivain qui est bien ignoré aujourd'hui, Ernst Wiechert. Il faut connaître bien l'Allemagne pour savoir qu'Ernst Wiechert était un protestant, mais religieux, qui a été mis dans un camp de concentration parce qu'il a dénoncé le régime en 1936 ou 1935 et qu'il en est sorti sous la pression internationale parce que le Pens Club à l'époque agissait. Donc il en est sorti et Goebbels lui a dit « Si vous dites maintenant un mot, vous retombez au trou et vous n'en sortez pas. » Donc Ernst Wiechert faisait partie de ces écrivains anti-nazis qui étaient confinés totalement chez lui, le domicile surveillé jour et nuit par la Gestapo. Il faut voir un peu l'ambiance de l'époque quand même. Et alors, on apprend aussi qu'il y avait une littérature, ou en tout cas des écrits qui n'étaient pas autorisés en Allemagne. Il y a parfois des descentes de la Gestapo, ils cachent des poèmes, ils cachent des écrits. Donc il y avait véritablement un totalitarisme là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait des écrits, il y avait des poèmes qui étaient considérés comme anti-nazis. Et qui pouvaient radicaliser, pour reprendre un terme. Il faut nuancer. Enfin, moi, non, parce que vous avez raison, mais pour les enfants Scholz, c'était simplement le fait qu'ils étaient dissidents. Hans était parti de sa propre initiative en Laponie, ils n'avaient pas supporté ça. Et alors, il y avait quand même un domaine où les nazis n'avaient pas encore pu totalement mettre la main dessus, c'était la réflexion théologique. On pouvait encore parler de Saint-Augustin. N'oubliez pas que Bernanos, aussi bizarre que ça paraisse, a été traduit en Allemagne en 1938 au journal La Curée de campagne. Bien sûr, les écrits de combat de Bernanos n'ont pas été traduits en Allemagne. Et ce journal de Curée de campagne a joué un rôle clé, j'exagère peut-être un peu, mais Hans Fischl, dans leur refuge de montagne l'hiver 1942, le lisait à la lueur d'une bougie entre eux et le faisait suivre à leurs camarades et disait « Mais c'est extraordinaire !» ce roman, mais enfin, c'est quelqu'un, ce curé. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je vois des gens les gens prendre leur inspiration, non pas dans des héros de chair et d'os, comme par exemple Charette, mais dans un personnage fictif, ce pauvre curé d'Ambricourt, qui se bat jusqu'à la fin contre ses paroissiens qui sont pas très gentils avec lui. Donc, d'une fiction romanesque, ils en tirent un modèle pour leur action. Ça m'a un petit peu soufflé. Et c'est un peu d'ailleurs toute leur vie. Leur vie est un roman, et finalement, ils s'inspirent du roman de leur vie pour agir. Enfin, il y a une sorte de jeu de miroir. Un roman très court d'ailleurs. François Bousquet. Il y a un jeu de miroir. Alors là, on sort un peu du sujet, mais quand même, c'est votre spécialité, puisque vous avez traduit Gertrude von Lefort. Oui. Il y a un vaccin entre la France et l'Allemagne, puisque la dernière à l'échafaud, qui est pour moi le chef-d'œuvre de Gertrude von Lefort, va nourrir le dialogue des Carmélites, autre chef-d'œuvre de Bernanos. Oui, mais alors vous êtes un des rares qui connaissent cette œuvre. Vous avez tout à fait raison, mais alors là, c'est un autre sujet, si vous voulez. Enfin, oui, Gertrude von Lefort, en dénichant une chronique plus ou moins mièvre sur le martyre des Carmélites, l'a remis en scène en créant un personnage de fiction qui n'a jamais existé, qui est Blanche de la Force, et qui symbole notre faiblesse devant les problèmes de la foi, enfin les problèmes de l'époque. Et Bernanos a été fasciné par cette nouvelle, il l'a emportée au Brésil. Et finalement... Pardon ? Pendant la guerre. Oui, pendant la guerre, il l'a emportée au Brésil. Et en 1948, il l'a adaptée en changeant un petit peu certains aspects, mais en gardant le fait que c'est une œuvre à la fois historique et romancée. Car Gertrude von Lefort, sa grande qualité, enfin, ou son marque de fabrique, c'est de partir de l'histoire pour la romancer. Et le dialogue des Carmélites romance forcément l'histoire, mais maintenant que tout le monde a été marqué par cette œuvre, et elles ne sont pas enterrées, c'est-à-dire que leur mémoire.
Enfin, tout le monde connaissait le dialogue des Carmélites il y a 40 ans. Maintenant, c'est peut-être moins connu. Hein. Et vous avez raison, il y a une sorte de filiation. C'est plus qu'un jeu de miroir. C'est une filiation de Gertrude von Lefort à Bernanos. Alors, on va continuer cette table ronde avec vous, Henri Peter. Je rappelle le titre de votre livre, La Rose Blanche, des résistants chrétiens contre le nazisme aux éditions Via Romana. On est aussi avec François Bousquet, mais tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Henri Peter, on l'a compris, ces résistants chrétiens allemands étaient donc très jeunes, bercés et en tout cas pétris de littérature chrétienne, dont littérature catholique française. Mais alors quelles étaient leurs actions concrètes ? On parle de tracts dans votre livre. Quelles étaient les actions de ces mouvements chrétiens de résistance ? Pendant la guerre, il y avait deux sortes de résistance, enfin si j'ose dire. La résistance intérieure, dont Ecker en est un modèle, c'est-à-dire des gens qui étaient hostiles radicalement au régime, mais qui ne pouvaient rien faire d'autre que de le confiner sur leur journal, au risque. Ou alors, on pouvait encore discuter avec des amis, on se réunissait dans des imprimeries. Donc, ils ont connu cette période, Hans, Sophie, cette période assez riche au point de vue intellectuel, hein, aux échanges. Et à un moment, il y a une réunion chez un autre professeur, le professeur Hubert, et là, Hans a éclaté, a dit on va faire quelque chose. Oui, a dit le professeur Hubert, on va faire quelque chose. Sinon, on va aller sur la mer Égée se réunir dans un colloque. Non, ça suffit. Il faut faire quelque chose. Il faut. C'est-à-dire qu'ils sont passés, je ne dis pas les seuls, parce qu'il y en a d'autres, je ne suis pas spécialiste de toute la résistance à Hitler en Allemagne. C'est un sujet qui mériterait qu'on... Mais ils sont passés de la résistance intérieure à l'action. Et prenant tous les risques. Mais à la limite, plus ils prenaient de risques, plus ils étaient heureux. Enfin, je veux dire, j'exagère un petit peu, mais acceptant tous les risques. Et comme ils avaient une grande aura à travers tous leurs amis, Hans était très populaire auprès des jeunes filles pour de tas de raisons, un peu volage. Sophie avait une personnalité qui frappait. Leurs amis leur ont dit, oui, on n'y va pas, c'est trop dangereux. Même Otto Eichler, qui était pourtant radicalisé anti-nazi, très violent, qui a refusé d'adhérer aux Hitlerjugend, qui a dit je m'en fiche de ne pas aller à l'université, il a dit non, j'y vais pas. Il y en a qui les ont... Parce qu'ils avaient déjà une conscience chrétienne à l'époque. Ouais. Avant l'arrivée nazie. Oui, enfin, il faut dire... Parce que vous dites qu'ils ont eu une vie d'ado manipulée. Non, c'est-à-dire il faut dire qu'en Allemagne, quand même, avant 40, tout le monde était soit chrétien, soit catholique, protestant ou juif. Il y avait, bien sûr, des libres. Alors, manipulés, ils l'ont été... ils l'ont été comme... ils avaient toute la fougue de leur jeunesse, toute la sincérité. Ils ont vu que finalement, on se servait d'eux, oui, et pas seulement qu'on se servait d'eux, que la répression allait s'abattre sur eux. Hans a failli avoir sa carrière brisée. Manipulés, oui, parce que ça semble évident. Mais eux l'ont dit. Sophie Scholl a dit à son interrogateur de la Gestapo qu'elle avait compris en 1937, donc, combien le régime était pervers. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, elle avait une telle personnalité que l'interrogateur de la Gestapo essayait de sauver sa tête en lui tendant une perche, en lui disant « Ma petite jeune fille, c'est pas gentil ce que vous faites pour l'armée allemande. » Elle le regarde et dit « Écoutez, je recommencerai. C'est vous qui avez une mauvaise conception. » Et cet interrogateur, Robert Mohr, il a démissionné de la Gestapo après l'exécution de Sophie Scholl. Qui avait quel âge à l'époque ? Qui avait juste 22 ans. Non, ouais. Qui n'avait pas encore 22 ans. Qui allait... 21, qui touchait à ses 22 ans. Mais il a démissionné. Il n'a pas quitté totalement la police, mais il a démissionné à la Gestapo. Il a écrit ses mémoires. Alors, nous n'avons que sa relation. Alors, ces documents sont sortis de l'ombre après la chute du mur de Berlin. Parce que les autorités d'Allemagne de l'Est, tout en reconnaissant que c'était des résistants, ne les mettaient pas tellement en valeur. Ça rejoint le début de ce que vous avez dit. En Allemagne de l'Est, c'était pas, je dirais, les bons résistants. Oui. Enfin, j'exagère un peu là, mais... Et depuis, on a une foule de documents sur ce qui s'est passé, entre autres. Alors, François Bousquet. Si on a autant insisté, mais c'est vous qui le faites d'ailleurs, sur la dimension des grands textes littéraires, Bernanos,
Dostoïevski, c'est qu'ils vont nourrir ces textes-là avec les pères de l'Église une résistance, et vous le montrez, hein, puisqu'ils sortent de l'immigration dite intérieure pour entrer dans la résistance, Oui. pas par les armes, hein, bien sûr, hein, mais spirituelle, morale, intellectuelle, littéraire. Ils vont nourrir les tracts. Hein. Ah oui, bien sûr. Les tracts sont bouleversants parce que ils vont au cœur de la vérité. Oui, écoutez, vous l'avez dit, je ne peux qu'acquiescer. Oui, alors les tracts, c'est assez mystérieux. Qui les a rédigés? Est-ce Alexander? Est-ce Hans? Est-ce Théodore Ecker, qui devait être inspirateur, mais à qui ils sont bien gardés de le dire, parce que c'était dangereux. Donc, sachez que quand ils ont été jugés et morts, leur grande sœur n'était pas au courant. Pourtant, leur grande sœur connaissait un peu la bande, était amoureuse de Haute Eicher, qu'elle a épousé après. Donc, il reste une part de mystère. Qui a rédigé ce tract? Est-ce que Sophie a donné son sentiment? Enfin, en tout cas, les tracts sont bouleversants. Vous avez tout à fait raison. Cette résistance spirituelle, c'est en quelque sorte comme un non possumus. Nous ne pouvons pas. Moi, je pense à elle, à Sophie Scholl, bien sûr. Hein. Mais il y a quelque chose d'Antigone hein, chez ce personnage. Hein. Oui, vous m'avez volé, j'allais le dire, Antigone. Vous avez tout à fait raison. Enfin oui, il y a quelque chose d'Antigone, c'est... Oui. Alors, Antigone... Enfin bref, on va pas Antigone, commencer à... allez-y. Oui, bien sûr. Allez-y, non, mais c'est plus une véritable... Enfin, Antigone n'a pas cette dimension de martyr comme il y a donc pour ses résistants. C'est-à-dire que là, il y a véritablement on va en parler, un martyr comme témoin du Christ. Mais Antigone aussi. Oui, Antigone a risqué quand même. Et alors, je vous signale que quand ils ont été arrêtés, ils sont battus pour dire que c'était pas eux qui avaient mis les tracts, c'est le concierge qui les a appris. Et puis finalement, quand on a aperçu qu'il y avait des matrices des tracts chez eux, ils ont dit, bah oui, c'est nous qui l'avons fait. Et puis voilà, c'est comme ça. Nous rougissons pas de ce que nous avons fait. Que leur procès était d'une hystérie absolument extraordinaire. C'est très bien raconté dans un film que beaucoup de gens, enfin, heureusement, beaucoup de gens ont vu un film sur la Rose Blanche, mais c'est simplement les derniers instants. Et puis, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils sont morts dans la lumière. Toute la prison où ils étaient là les soutenait. Je dirais prier avec eux, je ne peux pas savoir si les gens prient en prison, mais en tout cas les soutenaient moralement. Et un prêtre est venu pour leur copain Christian Probst, et un pasteur est venu, ils étaient officiellement protestants. Alors, savoir s'ils étaient protestants ou catholiques, je ne rentre pas dans la querelle, je dirais qu'ils ont fait franchir les fossés entre les religions, entre l'orthodoxe, Schmorel, la famille protestante, enfin, le petit frère était protestant des Scholl, et les amis catholiques ont joué un rôle. Il y a quelque chose qui s'est passé où les fossés ont été comblés, je n'irai pas plus loin. Non, mais il y a eu une alliance des chrétiens, ce qu'on comprend, face à l'idéologie nazie qui dépassait évidemment les clivages entre les différentes chapelles. C'est ce qu'a dit Gertrude von Lefort dans un essai qui malheureusement est ignoré, dans La Nuit allemande, où elle dit qu'à ce moment-là, il n'y avait plus que le christianisme qui faisait tenir les gens debout, et on ne s'occupait plus de savoir qui était catholique et protestant. On essayait de vivre sa foi, sachant que ça allait être terrible, parce que Gertrude von Lefort est revenue en Allemagne, elle aurait pu aller en Suisse, sachant qu'elle allait avoir des bombardements, que l'Allemagne allait subir les conséquences de la guerre, qu'elle parle même du déshonneur. Enfin, alors, ils n'ont pas connu Gertrude von Lefort, non, mais je veux dire, ça rejoint cette même thématique, oui. Mais alors, comment s'est terminé et puis après, je donnerai la parole à François, mais comment s'est terminé ce mouvement de la Rose Blanche? C'est en février 1943, et finalement, il n'a duré qu'un an ou deux, même pas 1 an, même pas 2 ans. Non, il a duré, pour être précis, la Rose Blanche a duré de juin 1942 à février 1943, puisqu'ils ont été exécutés. Ils ont été jugés, exécutés 4 heures après. Bon, après, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a eu quand même trahison, il y a eu des suites. Les tracts ont été envoyés. Voilà. Un est passé à l'ambassade de Suède par quelqu'un. Ils ont été imprimés, distribués. Il y a des étudiants à Hambourg qui ont retrouvé ces tracts, enfin qui les ont rognotés, qui les ont diffusés. Mais enfin, le régime ne faisait pas de cadeaux. Donc tous les gens qui ont été pris la main dans le sac ont été exécutés. Alors, je pense... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il se passait une chose extraordinaire.
février 1943, après la chute de Stalingrad, l'université de Munich s'est révoltée contre le pouvoir. Il y a un Gauleiter nazi qui a insulté les jeunes filles, les traitant de la bonne bourgeoisie, qu'elles n'étaient bonnes qu'à faire des soldats, des enfants avec les adjudants. Toutes les filles de l'université de Munich se sont levées pour hurler leur colère. Et comme elles avaient des amis garçons, leurs petits copains, ou bref, peu importe, les garçons sont venus les soutenir. Alors, bien sûr, les étudiants nazis qui formaient une partie des étudiants ont essayé de soutenir le Gauleiter. Mais tous les étudiants ont défilé pour protester. Et finalement, il y a eu match nul. Parce que le gouvernement de l'époque, le pouvoir, ne pouvait pas mettre en prison tous les étudiants, sinon il se privait de ses propres soldats. Mais ce jour-là, toute l'université s'est retrouvée et se félicitait, et s'auto-congratulait. Enfin, on a résisté au régime. C'est 15 jours avant la chute de la Rose Blanche. Alors évidemment, on a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'Hans et Sophie s'étaient fait des illusions que ça allait déclencher un mouvement. Ils ne l'ont pas su. Mais en tout cas, leur mémoire est toujours honorée, notamment par votre livre La Rose Blanche, Henri Peter. François Bousquet. La puissance des tracts. Nous, notre époque du tout numérique est obsédée par la viralité des réseaux sociaux, mais les placards de Luther, les mazarinades à l'époque de Mazarin, les tracts aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les auditeurs, il y en a très peu de tracts. Il y en a eu 6. Au départ, c'est une diffusion confidentielle. Et puis, à partir du 5e, sauf erreur de ma part, c'est une diffusion beaucoup plus large. Alors, ils sont passés de 200 à 3000, 4000. Mais il fallait les diffuser. Alors, les diffuser, ils prenaient des noms de gens de la société civile et ils achetaient des timbres et ils les envoyaient. Mais ils ont voulu après aller plus loin. Et donc, ils ont voulu les diffuser de manière massive à l'université. C'est là qu'ils se sont fait prendre. Mais ce qui est très curieux, moi je trouve ça très curieux, c'est que 15 jours avant les tracts ou un mois, Hans et ses amis sortaient la nuit à Munich et maculaient les monuments de slogans vengeurs contre le régime. Hitler, assassin de masse. C'était pas très gentil. Hitler, dehors. Enfin, et bizarrement, ils n'ont pas été pris. Alors, moi je ne suis pas spécialiste, mais enfin je me dis quand même qu'il y a des insomniaques à Munich comme ailleurs. Ils ont dû être vus. D'autre part, ils avaient pris tellement de contacts avec tellement de gens, et apparemment, eh bien, tout n'est pas clair, ils n'ont pas été dénoncés avant le 18 février 1943, où Sophie Scholl a été prise la main dans le sac. Ils ont bougné. Donc tout n'est pas clair là-dedans, sur les sentiments profonds de la population. Je pense qu'il y avait la peur. Et puis surtout, il y a un grand leitmotiv de l'action de Hans. Dès le début, c'est le refus des masses, le refus de se laisser embrigonner comme une masse. Et ça dépasse le côté chrétien, je pense, me semble-t-il. Oui, du reste, leur lecture, vous l'avez dit, excède le cadre du christianisme, puisqu'il y a Lao-Tzu apparaît même dans les tracts. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est que Sophie Scholl, c'est Hans et Sophie, mais il y a Sophie, la surreprésentation de figures féminines dans l'opposition au nazisme. On a évoqué Gertrude von Lefort, mais aussi Edith Stein, beaucoup de femmes. Oui, vous avez raison. Sophie était... Hans avait un charisme profond. Sophie était très déterminée. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle disait à sa copine Suzanne Hirzel, qui était luthérienne, qui témoigne qu'elle était en fait devenue catholique de fait, mais peu importe. Elle disait, si j'ai un revolver, moi j'y vais carrément, je vois Hitler, je lui tire dessus. Oui, alors, je pense que, oui, vous avez raison, les femmes ont porté ça. Trautla Franz, qui était une ex de Hans a eu beaucoup de conquêtes féminines, mais est restée fidèle au mouvement après sa rupture, enfin, je ne sais pas si c'est une rupture, a été extrêmement courageuse. Quand elle a appris que elle a compris que Hans, c'était lui qui maculait les monuments, elle a eu un coup au cœur, elle se dit, c'est très dangereux. Et elle a été à l'enterrement de Sophie et de Hans. Elle a eu ce courage, parce que pour aller à l'enterrement de Sophie... Ils ont eu un enterrement digne, ils n'ont pas été ils ont réussi à avoir un enterrement correct, avec un pasteur pour la tombe, etc. Mais surveillé sous haute surveillance.
Alors pour conclure, Henri Peter, dans votre livre, vous dites après les tragédies du XXe siècle, d'autres ténèbres obscurcissent le monde contemporain et leur héroïsme peut inspirer les apôtres d'une culture de vie chaque jour plus bafouée par les nouveaux tenants des idéologies contre nature, homicides et liberticides. Alors évidemment, l'idée c'est pas de faire un parallèle entre l'idéologie nazie et aujourd'hui ce qui se passe, mais vous dites que ces martyrs peuvent être des témoins, martyrs veut dire témoins en grec, justement d'un mouvement de résistance pour la jeunesse actuelle. Oui, enfin c'est Benoît Mancheron qui a dit ça, mais j'acquiesce. J'acquiesce. C'est-à-dire, oui, ils remettent en question. Personnellement, ils m'ont remis en question en me disant qu'à leur âge, j'étais bien frivole. Sont des témoins. C'est-à-dire que notre vie n'est pas faite de slogans, notre vie est une aventure. En tant que chrétien, elle est une histoire qu'il faut assumer. Le chrétien est incarné, comme disait Théodore Hecker. Le chrétien a une histoire. Les chrétiens ne doivent pas se réfugier hors de l'histoire. Donc, à ce point de vue-là, le témoignage est brûlant pour aujourd'hui. Nous avons une histoire. Les défis sont d'un autre ordre, mais ils existent toujours. Oui, enfin, pour moi, ça se résume entre le combat avec l'ange, qu'ils ont poursuivi, enfin, que Hans a poursuivi, que Sophie. Et Sophie, c'est une figure encore à approfondir, peut-être, oui. Merci beaucoup Henri Peter. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre La Rose Blanche des résistants chrétiens contre le nazisme aux éditions Romana. Merci à vous et merci à vous François Bousquet. Alors vous nous rappelez François Bousquet, Nicolas Vidal est en dédicace donc c'est cet après-midi ce soir de 10 à la Nouvelle Librairie. Voilà, aux 11 rue de Médicis. Venez nombreux, chers auditeurs. Voilà, Est-ce que je peux ajouter un mot ? Un mot alors. Un mot. Nous aurons une lecture des bons passages le jeudi 20 mars à 8h30 au Centre Malestra, 32 rue du Hameau à Paris à 20h. Voilà. Il y aura une lecture faite par des acteurs. C'était Clémentine Stepanov qui a très bien interprété Edith Stein. Qui est une très bonne actrice. Voilà, vous la connaissez. Alors je tiens à le dire, à signaler ça à tout hasard. C'est bien noté. Merci beaucoup Henri Peter. Puis je rappelle le titre de votre livre, La Rose Blanche des résistants chrétiens contre le nazisme aux éditions Via Romana. Merci à vous.